Et bonjour à tous, bienvenue à l'Apéro Podcast, le podcast où on va parler de photos avec des photographes et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien écoute, avec plaisir. Bon Valentin, ton Instagram c'est Valentin-HGR. C'est une petite tradition, je lis la description du compte Instagram. Donc Valentin Angers, photographe, Adventure Seeker, Moment Keeper, Rennes, Paris, commande mon livre d'aventure et on a le lien qui redirige sur l'achat en ligne. Effectivement. Alors dis-nous un petit peu, Adventure Seeker, Moment Keeper. Alors pourquoi parce que je pense être passionné d'aventure depuis déjà pas mal de temps et que pourquoi Moment Keeper, c'est un lien avec la photo et qui du coup consiste à capturer l'instant. Donc voilà, partir à l'aventure et capturer des images de ces aventures-là. Au moins, ta description, elle est claire, nette, précise. Tu sais pourquoi tu l'as mise. T'es un peu comme moi, tu l'as mis en anglais. Il y a une raison. La raison, on va dire que, si tu peux voir sur mon feed, la dernière année, je suis parti du coup 1 an à l'étranger où j'ai pas mal parlé anglais. Et ta communauté est plus anglophone, du coup? Elle est plus anglophone, même si un peu moins active depuis que je suis rentré de voyage, puisque du coup, pour l'histoire, je suis parti en voyage avec à peu près 1500 abonnés et je suis revenu avec environ 16 000 sur Instagram. Et je suis parti avec environ 15 000 sur TikTok et je suis revenu avec environ 75 000. Donc ce moment de voyage et du coup communication en anglais, ça a permis d'élargir ta communauté, quoi. C'est ça, effectivement. Valentin, c'est l'apéro podcast. Il y a quelque chose à l'apéro. Tu m'as ramené une spécialité de ta région. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Effectivement, vu que je suis breton, j'ai ramené du cidre pour l'apéro. Et oui, le bon cidre, la bonne bolée. Effectivement. Comme on dit. Effectivement, parce que tu es breton. C'est ça. Donc là, on est à côté de Rennes, hein, c'est ça? C'est ça, d'où ma description, Rennes, Paris, puisque du coup j'étais en alternance cette année, puisque j'ai pas encore fini mes études, ça ne saurait tarder, on va en parler un peu plus tard. Ouais. Et du coup j'étais en études à Rennes et je travaillais du coup en alternance à Paris. Et là je viens de déménager mon appartement à Paris et je suis très content de revenir m'installer en Bretagne. Dans mon parcours de photographe aussi, il y a j'ai eu une grosse période Bretagne qui va pas du tout tarder à revenir. Peut-être que d'ici la sortie de ce podcast, j'aurais déjà fait pas mal d'aventures en Bretagne, mais voilà, je vais pas spoiler, mais ça s'annonce sympathique. Bon, super. En tout cas, aujourd'hui, on a un très beau ciel bleu, du soleil, de la chaleur, comme quoi, hein, à chaque fois on dit en Bretagne, il fait pas toujours beau, et si, là, il fait très beau, très chaud. Donc, mais en Bretagne, il pleut que sur les cons. Ouais, et, c'est vrai. Je suis ravi de t'annoncer que moi, je pense que t'es pas convaincant. Ah, c'est très gentil, voilà, tu vois. Bon, super, ça fait plaisir. On va parler évidemment de ton parcours. Tu parlais d'alternance. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, comme tu étais sur Paris pour les études, tout ton parcours, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, là, actuellement, je termine un master qui n'a rien à voir avec la photo, puisque je termine un master en finance de marché et je travaille en tant qu'analyste en investissement responsable. Effectivement, rien à voir avec la photo. Effectivement, rien à voir avec la photo, mais un petit lien quand même avec la nature et autres de mes passions, puisque mon travail était bientôt d'analyser l'impact sur l'environnement, la société, la gouvernance, etc. De fonds d'investissement dans une banque privée. Donc voilà, rien à voir. Ok, mais quand même le lien nature, effectivement, nature-écologie. C'est ça, et justement tous mes projets photos, mon voyage, etc. m'a amené à arriver à ce poste. Et voilà, donc pour revenir un peu plus tôt, donc là actuellement je fais un master en finance. À côté, je suis aussi réserviste dans l'armée de terre, donc rien à voir, mais pas mal de petites passions différentes, etc. qui au final arrivent un peu toutes vers les mêmes chemins. En parallèle de ça, donc j'ai fait une année de césure l'année dernière où je suis parti donc 1 an à l'étranger. J'ai fait un semestre d'études à Kuala Lumpur en Malaisie. Et après j'ai fait 6 mois de voyage, donc majoritairement en Asie. Rappelle à tout le monde quel âge tu as. Du coup, j'ai 23 ans, je vais pas tarder à avoir 24 ans. Voilà, bientôt 24 ans et beaucoup d'aventures déjà à ton actif. Donc, t'es pas quelqu'un qui reste assis sur ton canapé à rien faire. Tu te bouges beaucoup. Ouais, on va dire ça. Ouais. Évidemment, on parle de photos. Est-ce que tu peux me dire ton rapport à la photo? C'est venu comment? En tout cas, quel est ton plus vieux souvenir de photo? Moi, du coup, j'ai commencé la photo avec l'appareil de mon père
quand j'étais, on va dire, adolescent, quand j'avais à peu près 15 ans, quelque chose comme ça. On est beaucoup à avoir commencé la photo comme ça avec l'appareil de notre père. Ouais, on est beaucoup effectivement, parce que c'est vrai que le matériel photo, c'est quand même un matériel qui vaut assez cher. Ouais, complètement. Et qu'on peut difficilement acquérir quand on est plus jeune. Donc j'avais commencé comme ça, c'était un petit Lumix, j'ai plus la référence exacte en tête, mais c'était un petit Lumix, et au début j'ai commencé à faire des photos plutôt avec mes potes, un peu des portraits, etc. Quand j'étais au lycée, surtout un peu quand j'allais faire du surf aussi, et puis ça a duré quelques années avec des hauts et des bas, jusqu'à ce que j'achète mon premier appareil photo, du coup en 2020. Suite à ma première mission avec l'armée de terre en tant que sentinelle, donc mission Vigipirate à Nantes. Okay. Du coup, à la fin de l'année 2020, j'ai acheté mon premier appareil photo, qui était un Canon 6D Mark II. Okay. Et là, à ce moment-là, au début, pareil, du portrait. Et après, j'ai commencé à faire pas mal de voyages en Bretagne. C'était au moment du Covid où on était enfermés et on avait un peu tous envie de sortir, de prendre l'air, de voir autre chose, etc. Et nous, avec des copains, avec un copain surtout, tous les week-ends, on se chauffait à aller faire des levées de soleil aux quatre coins de la Bretagne. Donc, on prenait la route vers 3, 4 heures, 5 heures du matin. Et puis, on allait à Saint-Malo, à Quiberon, à Brest, sur la côte de Granit-Rose. Ouais, et puis il faut dire quand même que la Bretagne, c'est un beau terrain de jeu. Les côtes sont magnifiques, les levées et couchers de soleil sur la côte bretonne, c'est splendide, quoi. Effectivement, et vu qu'on faisait du surf aussi, souvent c'était l'occasion de faire et de la photo et après d'aller surfer, donc. Comment tu qualifierais ton travail en photo? C'est vrai que c'est une très bonne question parce que comme tu peux voir sur mon feed Instagram, il est quand même très diversifié. Complètement. Ce que j'allais dire, c'est hyper varié. T'as des paysages que tu prends quand tu voyages, ou même voilà des sessions de surf. Donc on arrive un petit peu dans tout ce qui est sport. Voilà, le surf. Là dernièrement des réels de muscu aussi. Ouais, c'est ça. Il y a de l'animalier aussi beaucoup. Et du portrait, des moments de vie aussi, des moments un peu de street aussi. Aussi un peu, ouais. T'as un peu de touche à tout, quoi. C'est vrai que je suis touche à tout, mais je vais dire un peu dans la vie de tous les jours, que ce soit, j'accumule pas mal d'expériences qui sont tout à fait différentes, et c'est pareil en photo. J'ai pas vraiment un style particulier. J'aime bien, on va dire un peu lier la photo avec tous les domaines qui m'intéressent, donc que ce soit la nature, les animaux, l'aventure, le sport, etc. Donc, comme le dit ma description, c'est plus la photo qui est, on va dire, un moyen de capturer ces instants-là. Le fameux moment keeper. C'est ça, exactement. Donc là, tu l'as déjà un petit peu expliqué. Pourquoi tu fais de la photo? En tout cas, qu'est-ce que tu recherches en faisant de la photo? Capturer les moments et du coup, via Instagram, le partager, j'imagine. C'est ça. Il y a différents aspects. Il y a capturer les moments. 2, il y a vivre les moments, parce que je pense que pour toi c'est pareil. On est beaucoup dans ce cas-là. Que si on faisait pas de photos, on n'irait pas à ces endroits-là, à ces heures-là, etc. Je veux dire à des endroits qui peuvent être difficiles à accéder, des heures de randonnée, etc. Se lever très tôt, se coucher très tard le soir pour aller voir des levées de soleil, des couchers de soleil, etc. Donc ouais, il y a plusieurs aspects. J'aime bien capturer l'instant, le rendre beau, ou en tout cas montrer la beauté de l'instant. Et puis justement vivre des choses assez folles avec la photo que j'aurais sûrement pas vécu si j'en faisais pas. Il t'est arrivé une aventure lors d'un voyage, tu vas nous en parler parce que c'est un voyage qui a peut-être un peu changé ta vie quand même, je pense. C'est l'Inde. C'est ça. Alors explique-nous un petit peu tout ce voyage en Inde, puisque la finalité, c'est pas forcément bien déroulé. T'est arrivé quelque chose. Du coup, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai fait une année de césure donc durant 1 an. Et après avoir fait un semestre d'échange en Malaisie, je suis parti donc sur un voyage d'environ 6 mois. Donc après être passé rapidement en Thaïlande, plus longtemps aux Philippines, en Indonésie, au Sri Lanka, je me suis dirigé vers l'Inde. T'as quand même fait une sacrée boucle. C'est ça, oui, une bonne boucle dans l'Asie. Donc ça, ces différents pays-là, quand je suis arrivé en Inde, ça faisait déjà un peu plus de 8 mois que je voyageais. Ce qui était déjà pas mal. Donc en sac à dos, avec tout le matériel photo, etc.
quand on connaît son poids, c'était assez sportif, mais c'était une très très belle aventure. Même du coup, en tant que photographe, je me suis régalé, j'ai fait plein de choses incroyables, etc. Là, t'es allé dans des pays, en termes de photos, forcément, qu'est-ce que t'as préféré d'ailleurs dans tous les pays que t'as fait? Ça, c'est compliqué comme question. C'est dur, c'est dur, parce question. que tous les pays sont différents et il y a des choses magnifiques dans chaque pays. Mais est-ce qu'il y a quand même, il y en a un qui ressort un petit peu quand même? Je dirais pas un, mais je dirais l'île de Bornéo, du coup qui se partage entre la Malaisie, l'Indonésie et le Brunei. Mais l'île de Bornéo qui est incroyable en termes d'aventure, avec des animaux, des forêts tropicales, etc. Donc ça, vraiment, j'ai adoré. Après, l'Indonésie quand même, qui est pour beaucoup de photographes un pays assez magnifique, qui cumule beaucoup d'avantages entre la nature qui est magnifique, la météo, etc. Moi, qui aime beaucoup les vagues, etc. Pareil, c'est incroyable. Ah bah oui, forcément, le surf là-bas... Effectivement, c'était quand même un régal, donc c'était super bien. Après, au Sri Lanka, j'ai aussi eu une expérience en safari qui était magique. Ah oui, est-ce que c'est au Sri Lanka que tu as eu la fameuse expérience où tu nous avais dit, parce que on fait partie d'un groupe, tous les deux, un groupe sur Instagram de photographes, donc on échange souvent, d'un guépard, je crois que c'est ça, un léopard qui traverse la route. Est-ce que c'est pendant ce voyage-là? Oui, c'est ça. Où tu as pas réussi à avoir le moment que tu voulais. J'ai eu d'autres moments assez incroyables, mais effectivement, pour pouvoir faire ce safari, du coup, qui était dans un parc national, d'ailleurs pas trop fréquenté, j'avais traversé la moitié tout le pays spécialement pour aller là-bas. Ah, juste pour ça? Ouais, juste pour ce parc national-là et pour m'éloigner un peu des parcs nationaux plus touristiques. Okay. Et j'avais réussi à trouver du coup une collaboration là-bas. Et du coup dans ce parc-là, il y avait des léopards. Et à la fin du deuxième jour, on a eu un sighting, donc une observation, une rencontre assez incroyable pendant 1h30 avec un léopard qu'on a suivi, etc. J'ai fait des photos magnifiques qui sont mes photos préférées depuis que je fais de la photo probablement. Et justement, j'ai loupé cette photo puisque concours de circonstances, etc. Pas possible de déclencher à ce moment-là avec le bon angle, mais le léopard qui traversait la belle route orangée et qui traversait un nuage de papillons, pardon. Ouais. Donc voilà, quand j'y repense... Il y a une frustration, mais à chaque fois, c'est ce que je dis, c'est la fameuse mental picture. La photo, ça. Tu l'as dans ta tête et c'est ça. Et c'est le plus beau. La photo est dans ma tête. En soi, si j'ai pas pu faire cette photo, c'est pas vraiment de ma faute. Du coup, voilà, je rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre. Si, nomme un coupable. il faut un coupable, Valentin. Mais oui, c'était une très belle photo. Et justement, je suis aussi passionné par les big cats, les félins, donc guépards, léopards, lions, tigres, etc. Et c'était en partie ce qui me dirigeait vers l'Inde, puisque je voulais aller observer le tigre du Bengale. Et j'avais pas réussi à trouver de collaboration et au final je suis parti à New Delhi pour arriver à l'aéroport et pour le début de mon voyage. Je suis resté une semaine là-bas parce qu'à ce moment-là j'étais en recherche d'alternance entre le Sri Lanka et New Delhi. C'est compliqué, j'imagine. C'était quelque chose, mais très intéressant à faire. Mais on se parlait déjà à ce moment-là, non? Oui. T'y étais. Oui, bien sûr. Tu parlais sur le groupe comme quoi tu cherchais une alternance là-bas. C'est ça. Et que tu galérais un petit peu. Enfin, c'était pas très simple. C'était pas très simple dans le sens où c'est pas comme quand t'es chez toi devant ton ordinateur et oui, voilà. C'est ça. Quand tu bouges régulièrement, t'as pas de routine, donc ça veut dire tu te poses quand tu peux te poser. Oui, puis t'étais dans des hôtels ou des guest house. C'est ça. La wifi est pas forcément très bien, t'as pas forcément beaucoup de temps, etc. Mais ma recherche s'est très bien passée. Ouais, j'allais dire peut-être la barrière de la langue aussi. Vu que je me débrouillais en anglais et que les gens là-bas parlent quand même assez souvent anglais, souvent ça se faisait. Et puis t'étais à New Delhi. Et puis j'étais à New Delhi, voilà. Et puis après, en vrai. Mais voilà, et justement après ce voyage, j'ai traversé le Rajasthan et je me suis dirigé vers le Ladakh. Et le Ladakh, c'est vraiment à l'extrême nord du pays, donc dans les montagnes de l'Himalaya. Et du coup, là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, j'ai commencé par rejoindre des copains, pareil, que je connaissais via via les réseaux sociaux. Et on est parti sur 4 jours de trek dans les montagnes ensemble, où on est monté à plus de 5000 mètres. C'était vraiment incroyable, on s'est retrouvé dans la neige, etc. Ouais, on est quand même, comme tu disais, à la chaîne de l'Himalaya, quoi. Donc c'est tout de suite en altitude. Et après, moi, il me restait quelques jours.
Et en fait, à ce moment-là, je cherchais une collaboration pour observer des lions d'Asie qu'on peut voir dans le Gujarat, qui est une région plus au sud du Rajasthan. Okay. Et j'avais trouvé une collaboration donc dans le Rajasthan pour aller voir des tigres du Bengale. Donc j'avais trouvé cette collaboration-là. J'attendais l'autre, pas de réponse. Donc je me dis bon, on va s'occuper. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Il y a les plus hautes routes du monde. On peut y aller à moto. J'ai jamais fait de moto, mais j'ai fait pas mal de scooters en Asie, etc. Est-ce qu'il faut le permis moto pour avoir une moto pour rouler sur des routes comme ça, là-bas? Non. Donc tu n'as pas le permis moto? Non, j'avais pas le permis moto, okay. donc mais tu peux, là-bas tu peux. Mais on peut. Ouais. Petite prise de risque, j'aime bien les prises de risque. Du coup, je me suis dit, les routes sont incroyables, autant y aller, quoi, go. Je vais voir un loueur de moto, je vais vendre une moto, je vais m'entraîner un peu. Si je le sens bien, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Petite adrénaline quand même en me disant, c'est risqué, mais j'ai trop envie. Mais je vais le faire. Mais je vais le faire. Ouais, donc let's go. Et du coup, le lendemain de ça, donc je prends ma moto et donc je pars à l'assaut des plus hautes routes du monde, donc à plus de 5000 mètres. Donc ce qui est assez incroyable avec des paysages complètement dingues. Et puis là, le sentiment de liberté, toi qui es en montagne, tu sais ce que c'est. Ouais, toi qui aimes bien aller en montagne. Là en plus, l'expérience même d'être dans les plus hautes montagnes du monde en moto avec voilà, comme tu disais, le côté liberté d'aller sur la route, de croiser pas grand monde. Non. Ça doit être quand même une super expérience, quoi. J'avais l'impression un peu d'être dans un open world, dans un jeu vidéo où en mode juste tu vas là où tu veux. La map elle est ouverte, j'avance jusqu'à ce que je sois bloqué, quoi. C'est ça, map ouverte, aucune limite à part peut-être les frontières de la Chine et du Pakistan, qui fait que la région est quand même pas mal militarisée. On en reviendra parce que ça peut être un peu sur l'histoire après, ouais. Premier jour de moto, ça se passe très bien. Deuxième jour de moto, ça se passe très bien. Tout va bien. Là, à ce moment-là, j'ai un peu de connexion. Je reçois un message qui me dit que waouh, j'ai une collaboration pour aller voir les lions d'Asie dans le Gujarat. Sauf que j'étais déjà parti. Donc tu reçois la notif à quoi, 4000 mètres C'est ça, ouais, même plus. Donc là, je me dis perdu sur la route en plein milieu de nulle part. Donc là, je me dis avec mon timing par rapport à mon visa, etc., ça passe pas. Donc tant pis, je continue mon road trip et puis tant pis pour tu vivras une autre expérience avec ton road trip en moto. Ouais. C'est ça, je me dis je vais déjà pouvoir avoir la chance d'observer des tigres du Bengale, ça va déjà être incroyable. J'ai commencé ça, on termine. Donc je fais mes 3-4 jours de moto, mes 3 jours de moto, pas mal de routes, je faisais 6, 7, 8 heures de moto par jour. Ça roulait pas mal, quoi. Donc ça roulait quand même pas mal, sachant qu'après tu roulais pas très vite, c'était quand même, sachant que moi j'étais débutante, j'étais quand même débutant. De risque quand même. C'est ça, j'y allais quand même safe. Et puis après avoir fait de belles aventures, de belles rencontres, etc. pendant ce road trip, 4e jour, je décide de rentrer à la capitale du Ladakh, donc Leh, avant de prendre l'avion le lendemain pour aller justement à cette collaboration dans le Rajasthan pour aller shooter des tigres. Pour rappel, les distances en Inde, c'est assez énorme. Ah bah oui. Là, quand je parle de distance comme ça, je parle de quand même 1500 km. Donc le 4e jour, je prends la route. J'étais quand même fatigué que ce soit les 3 jours de road trip à moto avant, mais aussi là on était quasiment rendu à 10 mois de voyage. Ouais, c'est ça, l'accumulation de fatigue, le voyage, les 30 heures de voiture, l'altitude aussi, la moto, 6-7 heures par jour, c'est épuisant sur des routes de la caillasse, tout ça. Et donc et là il arrive c'est ça justement, donc je prends la route, je fais quelques heures de route. À un moment, il était à peu près 11 heures, je m'arrête. Parce que j'avais vu un paysage qui était vraiment magnifique, l'herbe verte avec les montagnes comme dans des rêves, dans le fond, des chevaux en train de pâturer, donc incroyable. Là je reste là, je fais plein de photos pendant peut-être 1 heure, etc. Je m'allonge dans l'herbe, je chill, etc. Et je me dis maintenant il me reste 1h30 de route, je reprends la route. À 13h je suis arrivé, je me fais un petit resto, parfait. Le planning était fixé, voilà. Et là, je reprends la route, je fais 30 minutes de route, j'arrive au dernier col, un des plus hauts cols. Il y avait encore de la neige fondue, etc. Il y avait pas mal de monde, vu qu'on rentrait vers la capitale, il nous restait 1 heure de route. Ouais. Je commence à descendre, là, la route vraiment, état déplorable. Et en fait, à un moment, je glisse et je tombe. Et j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Tu roules assez vite, là, à ce moment-là? Non, pas assez vite, pas du tout. Non. Je roulais peut-être à
à peine 30 km/h. Ouais, d'accord. J'étais protégé et j'avais mon casque, j'avais ma veste de moto, j'avais des genouillères, j'avais des coudières qui étaient dans la veste, j'avais pas de bottes. Et du coup, je tombe sur le côté adrénaline, j'essaye de me relever, impossible de me relever. Donc, je comprends vite ce qui se passe. Je commence à ramper pour me mettre en sécurité. Je vois que mon pied suit pas vraiment ma jambe. Petit coup de stress, petite adrénaline, mais pas de douleur. Directement, il y a deux hommes, du coup, deux locaux qui viennent à mon chevet, qui me proposent de monter dans leur van avec lequel ils étaient avec leur famille, donc en petit trip. Les deux étaient des colonels de l'armée de l'Inde, du coup, en vacances, donc ça a quand même un peu son importance. Donc ils me prennent, ils me disent bah du coup on va t'emmener à l'hôpital, etc. On connaît un hôpital militaire sur la route, on va aller voir le médecin. On fait la route, au bout de 5 minutes, plus d'adrénaline, que de la douleur, donc voilà, le chemin caillouteux, etc. Donc là, je souffre bien. La route c'est pas bitumé, donc la moindre secousse, tu sens bien la douleur au niveau de ta jambe, quoi. Là, on était encore à 5000 mètres, donc là, bien caillouteux, bien tout ce que tu veux. On arrive à un camp militaire, un médecin militaire qui vient, qui commence un peu à toucher ma jambe et qui me dit oh, c'est peut-être une fracture mineure, ça doit aller. Donc, il me strappe la jambe, il me met du baume anesthésiant qui fait son effet. Là, je suis rassuré, c'est une fracture mineure, c'est pas trop grave. À ce moment-là, je me disais encore, bon, même si je peux pas trop marcher, je peux quand même rester dans une Jeep pour faire un safari et faire des photos. Bon, très présomptueux. très présomptueux de ma part. Et voilà. Et en fait, les militaires de l'armée indienne, les colonels, ils ont entendu que c'était une fracture mineure, que j'avais été anesthésié, que ça allait mieux, donc ils se sont dit on va aller manger au resto. On va manger au resto, ils me donnent à manger et tout, super cool. Et après en fait ils se sont dit on va continuer notre journée visite. Sauf que moi ça faisait déjà 2 heures que j'avais eu mon accident. L'anesthésiant commençait à partir. Ils sont passés à leur hôtel. Ils ont commencé à visiter leur hôtel, qui était d'ailleurs un très bel hôtel 5 étoiles, très sympathique. Sauf que du coup, la visite a pris beaucoup de temps. Ouais. Et moi, l'anesthésiant faisait plus effet. Donc j'avais juste très très mal à la jambe. Je voyais que que la blessure avait commencé à gonfler et que ça commençait à monter au niveau de ma jambe. On repart. Ils vont visiter un monastère. Oui, eux ils sont chill, ils font leur vie, quoi. Fracture mineure. Fracture mineure, donc fracture mineure, c'est pas. Tout va bien, on a le temps. Non, c'est un détail. Fracture mineure, il est sous anesthésiant. Bon, l'anesthésiant, il fait plus effet. Voilà. Là, à ce moment-là, je commence quand même à avoir des petites larmes. Donc là, je leur dis non, là, faut vraiment qu'on aille à l'hôpital. Faut qu'on y aille. Et là, ils me disent, ok, on va t'arranger un taxi. Je leur dis non, là, je peux pas bouger du van. Le van qui est surélevé, je peux pas descendre. Là, juste, faut m'emmener à l'hôpital, quoi. On arrive, on fait une radio, et là, le médecin qui me dit, du coup, vous avez... C'est pas une fracture mineure, quoi. C'est ça, c'est pas une fracture mineure, c'est même pas une fracture, c'est pas 2 fractures, c'est 3 fractures. Waouh. Donc vous avez une fracture du tibia, une fracture du péroné, et une fracture de la malléole externe. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc là, vu votre âge, il faut vous opérer. Forcément, j'appelle la famille, etc. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, en plus, j'étais en collaboration avec une assurance de voyage. Je ne citerai pas le nom, mais après ils sont pas en tort, je comprends tout à fait. Mais vu que j'avais pas de permis moto, et évidemment pas d'assurance. Et oui. Donc situation un peu compliquée. Donc la collab, voilà quoi. Voilà quoi. Du coup ils m'ont dit est-ce que t'avais le permis? Non. On peut pas te prendre en charge. Ouais, donc je comprends, même si bon voilà c'est un peu chiant sur le coup. Je passe les détails, au final, l'assurance familiale qui peut quand même prendre en charge, ça prend 2-3 jours de discussion, etc. Okay. J'organise le rapatriement, mais en vol commercial quand même. Donc j'arrive chez mes parents qui sont contents de me revoir. Après de longs mois sans me voir, et plus toute cette histoire qu'ils ont dû avoir de savoir que leur fils, en Inde, à l'autre bout du monde, vit ça, l'angoisse... C'est ça, ouais, petite angoisse de leur part, mais je suis rentré, je suis toujours en vie, j'ai une jambe dans un pas super état, mais elle est encore là, donc ça va. Le lendemain, je vais à l'hôpital, donc pour me faire opérer. Je me fais opérer 36 heures après. On me met 2 plaques en métal et une 20aine de vis dans la jambe, donc il y avait une opération qui a duré 4 heures. Ouais. Donc voilà, pas hyper agréable, mais bon...
Et sacrée aventure, hein. Quand je t'ai posé la question tout à l'heure, il s'est passé quelque chose en Inde. Effectivement, là, avec tout le récit, on se rend compte quand même que ouais, c'est sacré périple. ouais. Ah, parce que ça a été quand même un voyage. T'es resté quand même pas mal de temps dans cette partie-là du monde. Et la finalité, bon, bah, c'est un retour en France, à la maison, avec quand même beaucoup de douleur. Du coup, retour assez difficile, mais que j'ai bien vécu entre guillemets. Ça m'a permis quand même de me poser et de me reposer, ce que j'aurais jamais réfléchir à la vie et de prendre du recul. Oui, c'est ça. Ce que j'aurais jamais fait si j'avais pas eu cet accident, parce que j'aurais continué mon voyage, je serais rentré, j'aurais continué en France, faire ce qui était prévu. Je serais arrivé en septembre pour mon alternance dans un état pitoyable. Bon, je suis quand même arrivé dans un état pitoyable en septembre, mais un peu différent. Ouais. Et du coup, la rééducation, donc l'accident, ça fait maintenant plus d'1 an. Et du coup, je remarche quasiment parfaitement bien. Je suis en train de travailler la course parce que du coup, ça a quand même été très long. Au début, je pouvais plus du tout marcher, donc courir, on n'en parle même pas. Ouais. L'appui, c'est difficile, ça a vraiment pris du temps. 2-3 séances de kiné par semaine. Moi, je faisais aussi du sport un peu en parallèle, en plus du taf à Paris, etc. C'était quand même pas mal de choses à gérer, mais je m'en sors plutôt bien. On va arriver plus dans le côté Instagram. On parlait de rééducation, de sport, ça c'est voilà, ça explique aussi ce que tu partages là ces jours-ci, côté un peu plus sportif. Bah, c'est vrai que sur les réseaux, j'en ai parlé un petit peu, mais c'était quand même... T'as été assez discret là-dessus. Ouais. Mais là dernièrement, voilà, t'as partagé vraiment les sessions de sport que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai quand même été assez discret parce que c'était quand même pas mal du travail de l'ombre et j'avais pas le temps de créer du contenu ou autre sur ça. En plus de du boulot, de la rééducation, donc le sport à la salle de sport, puisque je pouvais faire que le haut du corps au début. Donc ça m'a quand même permis, outre de me remuscler après mon voyage, de quand même garder un équilibre de un peu une santé mentale correcte. Et je suis quand même resté assez discret sur ça parce que chez le kiné, je filmais pas parce que j'étais avec un professionnel, j'étais avec d'autres personnes, etc. Ouais, tu prévoyais pas de faire une vidéo de l'après. Ouais. Ça, on peut se le permettre de le faire quand on est dans un état quand même, on est quand même blessé, mais assez bien pour se dire, je fais une vidéo, je dis ça, je filme comme ça, etc. Ça. Là, j'avais ni l'envie ni le temps pour le faire. Maintenant que je ressors un peu la tête de l'eau, j'ai envie de partager un peu via des photos, via des réels, etc. Un peu de sport. Parce que un peu plus de ton quotidien, quoi. C'est ça, plus de mon quotidien, parce qu'au final, pendant 1 an, je pouvais pas marcher vraiment, je pouvais pas repartir à l'aventure. Tant qu'à partager mon quotidien, je peux quand même partager le sport, je peux partager un peu des choses comme ça. Enfin, cette année m'a permis de prendre du recul sur ce que je voulais partager sur les réseaux. Et du coup, j'avance un peu dans ma réflexion sur ce que je veux partager à l'avenir. Et du coup, le sport en fait partie. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première photo Instagram? Bah, j'ai checké mes archives récemment et du coup les premières photos que j'ai mises sur Instagram c'était des photos de moi qui étaient prises avec mon boîtier du coup, avec l'appareil de mon père du coup, puisqu'au début les photos c'était juste faire des photos de nous avec nos potes. Oui, c'est ça. Et moi mon réseau Instagram que j'avais installé assez tard quand même, donc c'était au lycée, c'était en 2017 que je l'ai installé, 2017 il me semble. Ouais. Okay. Peut-être un peu avant. Et du coup, les premières photos que j'ai postées, c'était des photos de moi, puisqu'au début, j'avais pas du tout un réseau Instagram de photographes, mais un réseau Instagram de potes, de lycéens, de potes classiques. Et j'ai fait la transition vers un vers un compte Instagram plus photo. Début 2021, un peu après ou fin 2020, après avoir acheté mon premier appareil photo. Là, je me suis dit, je veux vraiment me focaliser plus sur Instagram photo plus pro. Donc là, on est d'accord que tu ne te rappelles pas de ta première photo qui est sur ton compte actuellement. Si c'était une photo portrait de moi. Et non. Elle est là. Ah, tu parles de la photo qui est, ok, parce que j'en ai que j'ai archivé. Ah oui, que t'as archivé, mais les archives, on les voit pas. Effectivement. Non, du coup, celle-là, la première photo que tu viens de me montrer, c'est du coup une photo qui est assez importante, on va dire, parce que c'est le premier voyage que j'ai fait. C'était la première fois que je prenais l'avion, quand j'avais 16 ans, du coup. C'était pour aller en Équateur, puisque pour l'histoire, ma première copine était équatorienne. Okay. Vivait là-bas, et du coup, j'étais allé la voir l'été.
Et on était allé à un moment pendant un trip sur la côte pour aller surfer, et du coup on marchait dans la forêt tropicale pour aller sur le spot, qui était un spot d'ailleurs incroyable. Ouais. Voilà. La description, c'est souvenir d'une session de surf sur un point break, équatorien. Donc c'était mon premier voyage. Après, il s'est passé pas mal de temps avant que je reprenne l'avion pour refaire un voyage photo comme ça. Mais en tout cas, c'était une bonne première expérience, puisque du coup, je partais tout seul aussi. J'étais jeune, j'avais 16 ans. Et du coup, c'était le premier voyage qui m'a peut-être donné l'envie de voyager plus après, par la suite. On parle d'Instagram, toujours. Et Instagram, ça va évidemment avec le nombre de followers, les likes, tout ça. Je vois le petit sourire. Est-ce que c'est important pour toi? Très bonne question qu'on est beaucoup à se poser en tant que créateur. Moi, du coup, au début, sur Instagram, j'étais un lycéen normal. Ça m'intéressait, mais juste par popularité, etc. Mais ça restait secondaire. C'était quand même un détail. Après, quand j'ai commencé la photo, c'était pas vraiment important, même si ça fait toujours plaisir d'avoir des likes. Quand j'ai commencé, après, au début, Instagram a quand même servi d'un bon moteur, parce que je recevais des commentaires, des messages en me disant c'est cool ce que tu fais, continue, etc. Donc forcément, c'est hyper motivant. Bien sûr. Donc ça, pour ça, faut pas oublier que quand même de base, on partage nos photos sur les réseaux pour montrer aux autres notre travail. Et puis c'est quand même hyper motivant. Je pense qu'on est beaucoup de photographes. Si on pouvait pas partager nos photos, on serait peut-être pas autant investi, autant passionné, autant. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est hyper valorisant, je pense, de voir que ça plaît, d'avoir une communauté qui grandit. Bon, toi, elle a grandi vraiment parce que tu voyageais, t'étais à l'étranger. Et de voir aussi que ça suit au niveau des likes. C'est bête, mais un like, ça veut dire j'aime ce que tu fais. Après, faut pas que ça dérive dans le côté trop addictif. Je pense que il y a un juste milieu à avoir. Ouais, bien sûr. Moi, du coup, au début, j'étais un lycéen classique, j'avais quelques centaines d'abonnés. Après, j'ai commencé à faire des photos un peu de portraits. Et après, du coup, en 2020, je suis passé sur des photos plus voyage en Bretagne. Ouais. Et là, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu des abonnés qui arrivaient, etc. C'était l'époque où, quand on postait une photo avec les hashtags, etc., ça pouvait ramener des likes, tout ça. Ouais. Ce qui est plus trop le cas maintenant. Ce qui est plus trop le cas maintenant. Je m'y intéressais un peu, forcément, ça fait toujours plaisir et autres, tu préfères. À l'été 2022, je suis parti, j'avais envie de plus. Je partais en voyage, donc j'étais hyper motivé à faire des photos, etc., à les partager, etc. À ce moment-là, j'ai créé mon compte TikTok aussi. Oui, j'allais poser la question justement par rapport aux autres réseaux sociaux, et tu l'as dit au début, donc tu es sur TikTok. Ouais, du coup, TikTok, je l'ai créé assez tard. J'ai plus la date exactement en tête, mais j'ai commencé vraiment à m'y mettre un mois avant mon départ en voyage, où j'ai commencé à teaser en faisant une vidéo par jour. Je me suis dit, je fais un mois où je fais une vidéo par jour, puis on verra ce que ça donne. Puis je faisais 30 jours avant de partir en tour du monde, 29 jours, etc., etc. J'ai très vite eu des abonnés, etc., donc ça faisait plaisir. Sur Instagram, là, j'étais à 1600 abonnés, quelque chose comme ça. Et après, je suis parti en voyage. Et là, après, en Malaisie, c'est monté très très vite. Et j'ai dépassé très très vite les 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, etc. Et en fait, une fois que j'ai eu ce petit cas sur Instagram, je me suis grave détaché des chiffres, parce que du coup, on voit plus le nombre d'abonnés exact qu'on a, à part la centaine. C'est ça, c'est marqué 15,9K, mais tu vois pas... Du coup, moi, je faisais juste mes trucs, je voyais pas le nombre exact d'abonnés. Les likes, je regardais un peu, ça m'intéressait quand même, mais pas de là à me mettre la tête à l'envers, à déprimer et autres, etc. J'ai commencé à stagner sur Instagram parce que j'avais pas trop de temps au final en voyage. Quand tu veux réussir à bouger, à savoir où tu dors, où tu manges, ce que tu vas aller voir, te reposer, tu prends pas 2 etc. heures à retoucher une photo, à te dire qu'est-ce que je vais poster. C'est ça, quand faut retoucher, poster, etc. Au final, j'ai eu moins de temps que quand j'étais en semestre, d'études, où j'étais en cours la semaine et je voyageais le week-end. Du coup, le week-end, j'étais full voyage. La semaine, j'avais du temps pour gérer mes images, poster sur les réseaux, etc. Donc là, c'est là où j'avais en fait au final le meilleur équilibre, même si je pensais qu'une fois en voyage, j'allais pouvoir photographier plus, ce qui était vrai, poster plus, ce qui était pas vrai au final, parce que du coup j'avais pas vraiment le temps,
ni l'énergie et autres. Donc ça c'est vrai que c'est quand même un taf à temps plein au final d'être. Il y a des gens qui le font, qui s'en sortent très bien, mais effectivement ils le disent tous, quoi. C'est un vrai travail. C'est-à-dire que tu vas vraiment allouer plusieurs heures dans la semaine, par jour même, à créer du contenu, à faire du montage, de la retouche et de poster, quoi. C'est ça. Et du coup après ça, j'ai un peu plus stagné sur Instagram, genre ça allait bien sur TikTok, mais franchement, je le prenais plutôt bien au niveau des statistiques. Après, quand je suis rentré de voyage suite à mon accident et que là j'ai pas mal ralenti parce que j'étais plus en voyage, je venais d'avoir un accident, donc j'avais aucune envie de rouvrir mes disques durs, etc. parce que je voulais pas voir mes images, etc. À partir de ce moment-là et les mois suivants, j'ai été beaucoup moins actif. Du coup, les statistiques ont commencé à diminuer. Mais vu que j'avais passé la barre des 10 000 et quelques abonnés, en fait, je m'en rendais pas compte et du coup, je me suis pas du tout pris la tête. En fait, je me suis juste dit, de toute façon, c'est normal, c'est passager, je suis moins actif, donc je vais avoir moins de statistiques en retour. C'est normal, ça me prend pas la tête. Quand j'aurai le temps de reprendre et quand j'aurai l'envie de reprendre, je reprendrai et puis on verra bien et voilà. Donc non, moi les statistiques. Mais je me fais pas du tout un standard pour ça. Est-ce que tu peux expliquer rapidement? Donc, t'as sorti un livre. Ça résume plutôt bien tout ce qu'on s'est dit là depuis le début. Le titre du livre, c'est Étudiant et photographe de voyage. Pourquoi tu t'es dit il faut que je sorte un livre? Je me suis pas dit il faut que je sorte un livre. Ouais. Je me suis dit je fais de la photo, j'ai fait beaucoup de photos cette année. Elles sont disponibles que sur mes réseaux sociaux. Le virtuel c'est cool, mais le réel c'est mieux. Est-ce qu'il y aurait pas un moyen de mettre ces photos sur papier? Donc j'ai pensé à 2 moyens, livre et des tirages. Ouais. Je me suis dit faire un livre, ça pourrait être cool. Ça pourrait être un bon souvenir parce que franchement faire un livre de mon année de voyage qui était extraordinaire, c'est un moyen super de garder des souvenirs et ça traversera le temps et je me dis quand je serai grand-père, quand j'aurai 60 ans, 70 ans et que je pourrai montrer à mes enfants regarde ce que papy a fait, il a sorti un livre. C'est ça, j'ai fait ça, je suis allé à tel endroit, j'ai fait telle photo et tout, c'est trop cool, tu vois. Ça reste plus effectivement, je pense, un livre en plus avec un récit et tout ça. Mais c'était une idée qui restait dans le coin de ma tête parce que comme on le sait, faire un livre, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est long. Compliqué, ouais, et puis ça prend du temps, effectivement. Du coup, c'était dans un coin de ma tête. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçois un message sur Instagram qui me disait « Salut, tu veux faire un livre ?» Réponse « Oui ». Réponse après avoir réfléchi quand même un peu en mode « Oui, pourquoi pas, comment ça fonctionne ?» En fait, du coup, c'était une maison d'édition collaborative qui me contactait, donc qui s'appelle Dashbook, et qui était intéressée par mon travail et qui me proposait de faire un livre, du coup, qui fonctionnait avec un système de précommande. Donc l'idée, c'était de faire 100 précommandes. Et si ce chiffre-là était atteint, le lancement du livre pouvait se faire. Ouais, tu pouvais le faire, le fabriquer, et le vendre. Ça. Ouais. Donc c'est toi qui as soumis l'idée de d'amener le côté étudiant et photographe. C'est ça. Vu que du coup mon année de voyage, elle était dans le cadre de mes études. J'étais encore étudiant à ce moment-là parce que j'étais en semestre d'échange et j'étais photographe. Je me suis dit ça peut être une bonne idée de mettre les choses dans son contexte. Et du coup, étudiant et photographe de voyage, 2 points, 1 an à travers l'Asie. Ouais. Donc ça donnait bien le cadre de cette année, de qui j'étais, de ce que je faisais, où je le faisais. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. J'hésitais à parler d'étudiants. Je me suis dit au final, c'est parti. Justement, je trouve que c'est bien de montrer à des étudiants qu'on peut avoir une activité, alors il y en a plein qui l'ont évidemment, mais une activité qui prend quand même du temps, de l'investissement et de montrer on peut voyager, on peut faire plein d'autres choses, même quand on est étudiant, on peut étudier à l'étranger. C'est pas toujours de tout repos, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Ouais. Du coup la maison d'édition m'a contacté, moi j'étais intéressé forcément. Ouais. Donc après on a fait un appel ensemble pour en discuter. Donc là j'étais motivé. Et après, on a commencé à se donner un peu des deadlines, sachant qu'au début, quand on s'est contacté, j'étais encore en voyage. Donc là, moi, je leur ai dit, j'ai encore mon voyage en Inde de prévu. Après, je dois faire ci, je dois faire ça en France. Du coup, le livre, je vais pas le commencer avant septembre. Ok, très bien, pas de souci. Ouais, c'était compréhensible. Au final,
accident. Donc Ah oui. accident, fin oui. du voyage. Au moins moins d'aventures, moins de photos, ça me laisse du temps. Et après, je me suis mis dans la retouche des dernières photos, dans la sélection des photos, parce qu'au début, tu pars de feuilles blanches, donc tu te dis bon, maintenant on va faire un livre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on veut dire? Le choix des photos. Comment, etc. Quelles photos? Donc ça fait quand même beaucoup de choix à faire. Et moi je me suis dit je veux faire un livre sur toute mon année. Je veux garder mes meilleures séries photos, mais je veux aussi parler des aventures à côté que j'ai vécues qui ont amené à ces photos, parce que je trouve que c'est une photo parle d'elle-même, mais si on peut la mettre une légende, voir du texte à côté, c'est encore mieux, mais il faut réussir à trouver le juste milieu. Ouais. Du coup, je suis parti sur cette idée-là, choisir les meilleures séries photos, choisir les meilleures aventures. Par exemple, la Thaïlande, j'y étais allé que 2 semaines, j'avais pas fait assez de choses, pas assez de photos pour en parler. Ouais. Les Philippines, c'était pas forcément ce que je voulais mettre en avant, c'était un peu plus paradisiaque, etc. C'était pas forcément ce que je voulais mettre en avant, et c'est surtout que j'avais mieux. Donc je me suis dit, je vais me focaliser sur ce qui était de mieux. Donc je me suis focalisé sur mon voyage à Bornéo, un peu en Malaisie quand même, vu que j'y ai passé 4 mois. Mais après, du coup, beaucoup Indonésie, Sri Lanka et Inde, qui étaient les voyages pour moi où j'ai eu les meilleures aventures et où j'ai fait les meilleures séries photos. Donc après, j'ai fait un plan, puis un plan détaillé. À chaque fois, on faisait des appels avec eux pour en discuter, pour avoir leur tour, pour avoir leurs conseils, etc. Et puis on est arrivé à quelque chose qui ressemblait un peu à quelque chose, ça me plaisait bien. Et là, on est arrivé à peu près en septembre, et ils m'ont dit, maintenant, tu rédiges complètement quelques parties avec les photos, tu fais la mise en place, etc. Et puis on se dit, fin octobre, on lance les précommandes. Ouais. Et il fallait sans précommande, hein, c'est ça? C'est ça, sans précommande. Donc ça veut dire que le livre était pas terminé, parce que tu peux pas faire un livre en entier, sachant que si t'as que 50 précommandes, le livre se fait pas. Ça veut dire que t'as passé des mois et des mois sur quelque chose qui n'est pas sûr de se faire. Donc j'ai avancé les extraits. Donc j'ai préparé les extraits comme je voulais qu'ils apparaissent dans mon livre, c'est-à-dire quelques séries photos, quelques textes, quelques mises en page, la couverture, la 4e de couverture, les résumés, un résumé de qui je suis, etc. Bon, en gros, tu as fait pour le cinéma une bande-annonce. Effectivement, voilà, et puis on a lancé les précommandes qui sont très bien passées, puisque j'ai récolté les plus de 200 précommandes. Donc on a largement dépassé les 100 précommandes possibles, qu'il fallait atteindre pour lancer vraiment l'édition du livre entier, quoi. Donc un peu de stress qui s'installe, quand même un peu de pression, surtout que j'ai un petit côté perfectionniste, donc voilà, je voulais vraiment faire au mieux. En parallèle du coup de mon alternance, donc mes allers-retours entre le boulot à Paris, l'université à Rennes, la rééducation, tout ton planning, voilà, c'est ça, le sport à côté. Je pouvais pas tirer un trait sur le sommeil, parce que si je dormais moins de 8h30 par jour, le lendemain, ma jambe, c'était compliqué. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il fallait tout gérer. Donc souvent c'était le week-end, parfois le soir en semaine, mais surtout le week-end, où j'avançais sur le livre, donc j'avançais comme je pouvais. Ouais. Mais voilà, et après... Content du résultat. Une fois que le livre a été imprimé et a été envoyé et arrivé dans mes mains, j'étais super content du rendu, parce que la qualité était au rendez-vous, une couverture rigide, un assez grand format 20 par 24, un papier glacé avec un très beau rendu, etc. Ouais, très bonne qualité, ouais. Donc très bonne qualité, j'étais content, des super retours aussi, donc une réussite. On va faire un petit jeu. Moi, je fais toujours ce petit jeu que je trouve sympa. Tu vas compléter ma phrase de manière très rapide. Okay. Évidemment, à chaque fois, j'adapte les phrases. Donc là, c'est complètement adapté à toi. Être assuré quand on voyage, c'est essentiel. Eh oui. Et être bien assuré. J'étais bien assuré, mais faire attention à avoir le permis pour les différentes choses qu'on fait. Pour toi, le sport, c'est essentiel aussi, encore une fois. Je pense que si j'avais pas eu le sport cette année, en parallèle de ma rééducation, ça aurait été bien difficile. Et maintenant, tu as des biceps de la taille de mes mollets. Les études, les études, c'est important encore. Les mots se répètent, mais faire des études, c'est quand même assez important, que ce soit pour développer des nouvelles compétences, etc., mais surtout se laisser du temps.
quand on étudie, ça nous laisse, même si ça prend quand même beaucoup de temps, ça nous laisse du temps pour réfléchir plus que quand on s'engage dans la vie professionnelle. Ça nous laisse du temps pour tester de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, etc. Et que c'est même sûr que si j'avais pas fait 5-6 ans d'études avec la césure, j'en serais pas là où j'en suis et je prendrais pas les décisions que je suis en train de prendre. Donc. Bien sûr. L'accessoire ou matériel que tu n'oublies jamais pour un voyage, c'est un sac à dos, un appareil photo. Bah ouais. Et maintenant aussi un sac de couchage, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué pendant mon voyage. Parfois je me disais, pourquoi dormir dans un hôtel alors que je vais partir à 3h du matin pour aller une rando. Je paye l'hôtel que pour 4 heures, il est 23h, je pars à 3h. Alors qu'en fait, j'ai juste à dormir genre sur la façade d'un volcan ou au bord de la mer et voilà. Moins confort quand même, moins confort, mais le confort en auberge de jeunesse, c'est pas tout le temps incroyable. Donc franchement, un hamac et un sac de couchage, c'est assez incroyable, assez confortable. Là du coup, j'ai investi un peu et mes prochains voyages se baseront plus sur ça. Plus sur un mood aventure, plus que voyage, tourisme comme on l'entend nous, en tout cas. Ouais. Plutôt aventure, dormir dehors, etc. Et peut-être un peu plus extrême aussi. Adventure Seeker. Transition justement très bien trouvée. Le voyage que tu rêves de faire, c'est... 1, peut-être Amazonie. Ok. Dans l'Amazonie. 2, peut-être des safaris animaliers en Afrique. Ok. Dans 10 ans, tu seras... j'espère photographe, créateur de contenu, en tout cas tout ce qui peut me permettre d'avoir le lifestyle, le mode de vie qui me plaît. Donc si possible pas dans un bureau à Paris. Pour finir, quels sont tes objectifs là pour les années à venir, les années courtes, dans 1 an, 2 ans là, est-ce que tu as des projets Ouais, du coup là j'ai fait une liste récemment d'objectifs court terme, moyen terme, long terme. Les objectifs court terme c'était à moins d'1 an, donc ceux-là vont être pour la plupart atteints, donc je suis très content. Pour les objectifs moyen terme, plutôt 2-3 ans, ce serait du coup de changer de carrière, de pas du tout travailler dans le domaine de mes études. Ce que tu disais, plus dans les bureaux quoi. Je me donne 1 an, j'ai économisé cette année, etc. et j'ai tout mis en place pour pouvoir me lancer à temps plein, photographe, vidéaste, créateur de contenu. Super. Et du coup je vais me donner au moins 1 an pour faire ça, et j'espère que d'ici 2-3 ans je serai installé et je vivrai des aventures incroyables. Je n'en doute même pas. Eh ben écoute, on arrive à la fin, Valentin. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci pour tout ton récit, tout ce que tu nous as partagé. Il y avait de quoi avec toute cette aventure en Inde. Ouais, j'espère que ça peut en inspirer certaines. À partir à l'aventure, à partir en nature, à faire du sport, mais en faisant attention sur la route et à avoir votre permis moto si vous prenez une moto. Voilà, c'est attention, la science. Ce qui est rarement le cas en Asie. En tout cas, bravo pour ta force. Donc n'hésitez pas à suivre Valentin sur Instagram, c'est, je le répète, Valentin-AGR. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel invité, et sur mon compte Insta Vince Temple, vous retrouverez les actualités pour les prochains podcasts à venir directement en story à la une. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et bon apéro. Au revoir, bon apéro. Salut.